Mesdames, Messieurs, chers étudiants, nous ouvrons aujourd'hui un chapitre charnière de notre manuscrit maître, la projection régimale. Les parties précédentes ont établi le noyau du projet. Nous devons maintenant franchir un nouveau seuil théorique. Il ne suffit plus de dire ce qu'est le bulk. Il faut dire ce que le milieu rend localement possible ou ce qu'il laisse soutenir. La projection régimale est la traduction opérationnelle et fonctionnelle de notre champ fondamental U. C'est le langage de l'action. Pourquoi l'état du bulk ne suffit-il pas encore? Parce qu'une théorie gagne en puissance lorsqu'elle qualifie ce qu'un état autorise ou contraint. Nous connaissons I, sa dynamique, sa réponse à la matière, sa structure fine. Mais ces objets seuls ne disent pas comment ils affectent les processus physiques. Pensons à la soutenabilité d'une oscillation, à la part mobilisable d'un contenu ou à la résistance locale du vide à certaines fonctions. Voici le principe directeur. Le champ du bulk ne doit pas seulement être lu comme variable d'état, mais projeté en une grandeur de régime. Cette grandeur exprime ce que le milieu laisse soutenir dans un canal physique donné. C'est la porte d'entrée de la physique appliquée au bulk. Le milieu n'est pas seulement porteur d'un état, il possède une capacité fonctionnelle locale que nous devons apprendre à lire. Cette lecture reste dérivée. Elle ne remplace pas I, mais elle est construite à partir de lui pour servir nos objectifs d'ingénierie. Crucialement, elle dépend du canal considéré. Le milieu peut ne pas soutenir de la même manière une cadence, une propagation ou une résonance. Nous définissons formellement A comme la disponibilité locale du bulk dans un canal C donné. Analysons ses composantes. A est une grandeur dérivée. Ce n'est pas un nouveau champ fondamental, mais une projection de ce qui est déjà là. Elle dépend du bulk local, de sa structuration différentielle, de sa mémoire et, j'insiste, du canal de lecture. Pourquoi A est-elle une grandeur pivot? Parce qu'elle joue un rôle de traduction entre plusieurs niveaux de notre projet théorique. Vers le haut, elle reste reliée au noyau théorique, dépendant de I et de sa structure spatiale profonde. Vers le bas, elle ouvre sur les grandeurs opérationnelles, viscosité locale, mobilité, réponse et seuil de propagation. A constitue la charnière fonctionnelle entre l'état du milieu, le régime qu'il impose et les processus observés. La disponibilité doit dépendre de la mémoire. Un milieu n'est pas seulement ce qu'il vaut à l'instant T, mais aussi ce qu'il a été. Si le bulk possède une mémoire causale et une structure fine, alors sa capacité à soutenir un processus ne peut être réduite à un état instantané grossier. Cela donne à la disponibilité une profondeur physique. Elle porte ce qu'elle a soutenu dans une fenêtre causale pertinente. Le rôle du gradient de I est tout aussi important. Il rappelle que le bulk est caractérisé par son organisation différentielle. Cette dépendance relie la couche régimale à la gravité émergente, vue comme un effet des gradients du milieu physique actif. Elle explique pourquoi deux zones apparemment proches peuvent être différemment structurées et offrir des contrastes de propagation. Pourquoi le canal C est-il essentiel? Parce qu'un même état du bulk peut être interrogé sous des angles différents, comme la stabilité ou la dissipation. Le canal empêche de rigidifier trop tôt la notion de disponibilité. Il nous rappelle que le milieu n'est pas un fond homogène à lecture unique. Donnons une lecture physique simple. Lorsque A est élevé, le milieu laisse relativement bien soutenir le canal considéré. Les processus sont mobilisables. Lorsque A diminue, le milieu devient plus contraint, plus coûteux, moins ouvert. Le processus ne disparaît pas, mais sa capacité de réalisation se resserre. Pour protéger la hiérarchie du manuscrit, précisons ce que A n'est pas. Ce n'est ni la variable fondamentale I, ni une mesure instrumentale brute. Le bulk ne modifie pas le temps fondamental. Il module les conditions de réalisation de certains processus physiques. C'est une nuance capitale. Le bulk ne modifie pas le temps fondamental. Il module les conditions de réalisation de certains processus physiques. C'est une nuance capitale. La projection régimale exploite la couche avancée, la mémoire et la structure fine, sans jamais les écraser sous un langage simplifié. Elle prépare aussi notre programme expérimental. Les protocoles compareront désormais des configurations où le bulk est plus ou moins favorable. La projection régimale ouvre toute la grande branche parallèle, la viscosité, la mobilité, les régimes ouverts et les réponses non triviales. Pour notre publication, retenons ceci. Le bulk peut être projeté en une grandeur de disponibilité locale, exprimant ce qu'il laisse encore soutenir. Ce chapitre n'affirme pas encore une définition quantitative unique, mais il prépare le terrain pour la distinction entre contenu et mobilisable. Nous avons établi l'opérateur pivot de notre théorie. Étudiez ces parchemins, car ils sont la clé de la maîtrise du vide actif. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons notre ascension monumentale vers la compréhension du mobilisable
le prolongement direct de la disponibilité. Le chapitre précédent a introduit la disponibilité locale A. Nous devons maintenant répondre à une question décisive sur sa signification physique. Que signifie physiquement le fait qu'un milieu laisse plus ou moins soutenir un processus, une réserve ou une oscillation? La réponse réside dans une distinction structurante. D'un côté, ce qui est contenu dans un système. De l'autre, ce qui reste effectivement mobilisable dans un milieu donné. Ne les confondez jamais. Dans la physique ordinaire, on identifie présence et disponibilité. Mais dans le bulk structuré, cette identification est trop rapide et erronée. Un système peut contenir une énergie, une cohérence ou une structure potentielle, sans que cela soit automatiquement réalisable ou soutenable. Le bulk ne décide pas de ce qui existe dans l'absolu, mais il conditionne ce qui peut être effectivement activé, maintenu ou exprimé. C'est son rôle de filtre. Voici notre principe directeur. Dans un milieu structuré, distinguer ce qui est contenu dans une structure de ce que le bulk laisse encore mobiliser. Le milieu n'est pas une simple perturbation extérieure. Il agit comme la condition même de réalisabilité des processus physiques. Grâce à cela, la disponibilité A reçoit une traduction physique directe. Elle devient la mesure de ce que le milieu laisse convertir en réponse réelle. Les pertes et les saturations deviennent plus lisibles. Une baisse de performance n'est pas forcément une perte de contenu, mais une réduction du mobilisable. Le manuscrit introduit cette relation minimale. L'énergie mobilisée est le produit de la disponibilité A par l'énergie contenue E compte. Une loi d'acier. Écon désigne le contenu pertinent dans le canal C. Ce n'est pas seulement l'énergie au sens étroit, mais tout ce qu'un système possède ou porte. Immob désigne la part fonctionnellement disponible dans le milieu local. C'est ce qui peut être réellement converti en réponse ou transmis utilement. Cette relation multiplicative est conceptuellement forte. Elle signifie que le bulk agit comme un filtre de réalisabilité agissant sur tout contenu présent. Il existe donc un écart entre ce qui est encore là et ce qui peut encore être utilisé. C'est le secret des réponses locales et des seuils de saturation. Le contenu peut être une énergie oscillante, une cohérence de phase ou une réserve de dynamique. C'est une notion vaste et polyvalente. Le mobilisable est ce qui peut encore soutenir une oscillation ou participer à une dynamique mesurable. C'est l'énergie en action. Pourquoi cette notion est-elle indispensable? D'abord, parce qu'elle donne un contenu physique immédiat à notre grandeur de disponibilité A. Ensuite, parce qu'elle prépare la lecture de la propagation utile, des seuils de mobilisabilité et des réponses saturées ou non triviales. Le mobilisable dépend aussi du canal physique C. Le milieu n'est pas homogène du point de vue de toutes les fonctions physiques sollicitées. Raccordons cela à notre thèse sur le temps. Les dispositifs mesurent des processus physiques répondant au bulk, et non le temps en soi. Soulignons que le mobilisable dépend indirectement de la mémoire causale et de la structure fine du bulk local. C'est une profondeur inévitable. Cela explique pourquoi des contrastes faibles mais cohérents peuvent apparaître là où une lecture grossière ne verrait aucune différence de contenu. Le mobilisable est la grandeur de transition entre l'état du bulk et la théorie des réponses mesurées. C'est notre pont vers l'observable Yan Shen. Cette lecture donne à la branche régimale une profondeur physique bien plus réaliste qu'un simple langage de présence ou d'absence. C'est une nuance capitale. Dans certains contextes, nous introduisons une lecture réduite, la fraction mobilisable du contenu, un outil précieux pour nos calculs futurs, Yan Shen. Mais restons prudents, cette relation simple n'épuise pas toute la richesse future. Non-linéarité et redistribution apparaîtront plus loin. Yan Shen. Nous avons établi la distinction fondamentale entre contenu et mobilisable. Le bulk est le régulateur suprême de toute manifestation physique. Yan Shen. Dans nos prochaines leçons, nous aborderons la grandeur de cohérence K, qui synthétisera ces concepts à l'échelle de systèmes entiers. Étudiez, pratiquez et devenez les architectes du vide. Au revoir, chers étudiants. Cette masterclass monumentale touche à sa fin. En comprenant que le milieu local filtre ce qui peut être activé, vous avez franchi un pas immense vers la maîtrise de la civilisation du bulk. Ne voyez plus jamais l'énergie comme une valeur absolue, mais comme un potentiel soumis à la loi de la projection régimale. Dans nos prochaines leçons, nous aborderons la grandeur de cohérence K qui synthétisera ces concepts à l'échelle de systèmes entiers. Étudiez, pratiquez et devenez les architectes du vide. Au revoir, chers étudiants. Messieurs, mesdames, chers étudiants de la théorie du bulk, nous entamons aujourd'hui un voyage au cœur de la structure même de notre réalité. Après avoir exploré le contenu mobilisable, une question s'impose. Comment décrire la qualité d'ensemble du régime dans lequel nous évoluons?
Bienvenue dans cette étude approfondie de la cohérence globale K. Pourquoi une grandeur globale devient-elle nécessaire? Un système ne peut être compris uniquement par ses parties locales. Imaginez une montre dont chaque engrenage fonctionnerait, mais dont l'ensemble manquerait de synchronisation. K est cette mesure de la tenue globale, synthétisant la cohérence interne et l'organisation d'ensemble du régime. Elle nous permet de ne pas nous perdre dans les détails ponctuels. K doit rester une grandeur dérivée. Elle ne rivalise pas avec le champ fondamental I, mais elle condense une qualité de régime. Elle n'est pas une simple moyenne arithmétique de la disponibilité locale, mais une synthèse de plusieurs dimensions critiques: la disponibilité globale, la dispersion, l'histoire et la réalisabilité. C'est le miroir de la santé de notre bulk. Le premier pilier, AG, représente la disponibilité globale. C'est le degré d'ouverture synthétique d'un domaine. Une valeur élevée de AG suggère un régime globalement ouvert et soutenable, tandis qu'une valeur faible nous avertit d'un resserrement, d'un coût croissant pour tout processus physique. C'est le premier indicateur de notre latitude d'action. Mais la disponibilité seule ne suffit pas. Le deuxième pilier, sigma A, introduit la notion de dispersion et d'hétérogénéité. Un régime peut disposer d'une bonne disponibilité moyenne, mais être si fragmenté qu'il devient instable. Sigma A nous avertit des zones critiques où la cohérence risque de se rompre, affectant la robustesse du système tout entier. Le troisième pilier est AG, l'histoire agrégée du régime. Le bulk a une mémoire. Il porte les cicatrices des cycles antérieurs, des accumulations de contraintes et des saturations passées. AG n'est pas une photo instantanée. C'est une profondeur temporelle qui intègre les trajectoires globales du système dans sa définition actuelle. Le passé forge le présent. Enfin, RG, la réalisabilité ou tenue globale. C'est ici que K devient véritablement fonctionnel. RG évalue la capacité réelle du milieu à maintenir un certain ordre de processus, à soutenir ses fonctions sans perte majeure de mobilisabilité. C'est l'assurance que le système peut effectivement tenir sous la contrainte du régime. La cohérence se décline en 4 dimensions. Spatiale d'abord, pour éviter la fragmentation. Temporelle ensuite, car le régime doit conserver une tenue durable. Fonctionnelle également, pour limiter les pertes. Et historique, car tout état doit être relu à la lumière de son parcours. K est l'unificateur de ces 4 visages de la stabilité. Le lien avec la commande K de notre corpus parallèle est ici scellé. K n'est plus un bloc flottant, mais une grandeur régimale clairement dérivée. Elle devient l'outil de pilotage par excellence, permettant de naviguer dans la hiérarchie, du bulk fondamental vers la disponibilité locale, pour aboutir à cette synthèse de cohérence globale. Quelles sont les conséquences pour nos calculs? Une réponse physique ne dépend pas seulement de la sollicitation locale, mais du régime K global. 2 systèmes identiques dans leur disponibilité locale peuvent répondre différemment si leur cohérence globale diffère. K module le contexte de chaque interaction, de chaque saut quantique, de chaque mouvement, qui joue un rôle crucial dans la logique des seuils. Un régime ne bascule pas seulement à cause d'un point local critique, mais parce que sa cohérence d'ensemble se dégrade au-delà d'une limite supportable. La perte de cohérence globale est le signal avant-coureur d'une saturation imminente ou d'une rupture de régime. Surveiller K, c'est prévoir l'effondrement. C'est également K qui prépare une lecture réaliste de la propagation. Une fonction peut être localement transmissible, mais globalement compromise si le régime manque de cohérence. K définit la tenue globale du canal de transmission, assurant que l'information ou l'énergie ne se dissipe pas dans l'instabilité du milieu. C'est le garant de l'efficacité. Pour conclure, retenez cette lecture qualitative. Un K élevé signe un régime cohérent, homogène, soutenable et favorable à la propagation. Un K faible, au contraire, révèle un milieu dispersé, instable, lourd de son histoire et proche d'un état critique. K est le baromètre de la réalité physique dans laquelle nous tentons d'agir. Dans notre formulation la plus rigoureuse, nous dirons que la disponibilité locale du bulk peut être relevée à une grandeur de cohérence globale K. Cette synthèse est essentielle pour légitimer notre approche dans le noyau élargi du manuscrit maître. K n'est pas une option, c'est une nécessité ontologique pour la stabilité de nos modèles. Messieurs, mesdames, nous avons aujourd'hui posé les bases de la tenue globale de nos systèmes. Cette compréhension de K nous ouvrira, dans la prochaine session, les portes de la viscosité locale et de la mobilité.
Je vous remercie de votre attention soutenue et de votre fidélité à nos travaux. À très bientôt pour la suite de ce grand traité. Messieurs, mesdames, chers étudiants, après avoir établi la cohérence globale de nos régimes, il est temps de revenir à une lecture plus locale, plus intime. Il ne suffit pas de savoir qu'un milieu est cohérent. Il faut comprendre le coût dynamique qu'il impose et la liberté qu'il autorise. Bienvenue dans l'étude de la viscosité locale et de la mobilité. Ce chapitre a une fonction précise, introduire la dualité locale entre la viscosité du vide, chu, qui exprime la résistance, et la mobilité locale, mu, qui exprime l'ouverture. C'est une lecture plus concrète, plus physiquement lisible de ce que nous appelions jusqu'ici la disponibilité. C'est le langage du coût et de la latitude fonctionnelle. Pourquoi cette dualité? Parce qu'un même milieu peut être vécu de deux façons complémentaires. D'un côté, il est coûteux, résistant, visqueux pour un processus donné. De l'autre, il est ouvert, fluide, mobile. Ce ne sont pas des contradictions, mais deux faces d'une même réalité locale du bulk. Une lecture duale pour une réalité unique. Explorons d'abord chu, la viscosité locale du vide. Il ne s'agit pas de viscosité hydrodynamique ordinaire, mais d'une grandeur effective. Quand chu augmente, le bulk devient plus contraignant, plus coûteux. C'est le prix que la nature exige pour qu'un processus se déploie, une résistance silencieuse mais omniprésente dans chaque canal physique. Cette lecture de chu s'applique partout. Stabilité temporelle, propagation, réponse résonante ou dissipation. C'est une mesure universelle de la contrainte. Quand chu diminue, le milieu laisse plus facilement soutenir ou transporter ses fonctions. C'est l'allègement du fardeau dynamique imposé par le bulk à la matière. À l'opposé, ou plutôt en complément, nous trouvons mu, la mobilité effective. Elle désigne le degré d'ouverture que le bulk laisse à un processus. Lorsque mu est élevé, le milieu autorise la réponse à se déployer, l'oscillation à se maintenir, la fonction à se transmettre. C'est l'espace de liberté accordé par le substrat à la dynamique physique. Quand mu diminue, le bulk resserre les possibilités. Le processus est peut-être toujours là, mais il devient difficile à mobiliser. Mu n'est pas indépendante du milieu. Elle exprime l'ouverture fonctionnelle. C'est la capacité de convertir une réserve, un potentiel, en un comportement effectif. Sans mobilité, le contenu mobilisable reste prisonnier. Un point de hiérarchie essentiel, chu et mu doivent rester dérivés de la disponibilité locale A. Il ne faut pas réifier ces grandeurs au point d'oublier leur dépendance au bulk fondamental. La hiérarchie est claire. L'état I décrit le fond, A projette cet état en disponibilité et le couple chu-mu relie cette disponibilité comme coût et ouverture. Le couple chu-mu joue un rôle central dans la théorie compacte des réponses. Une réponse physique locale ne dépend pas seulement de la sollicitation, mais du coût du milieu et de l'ouverture qu'il laisse. Cette lecture rend la réponse intelligible. Une même force produit des effets différents selon que le bulk est visqueux ou mobile. C'est la clé de la physique effective. Si un contenu est plus ou moins mobilisable, c'est parce que le bulk lui impose localement un certain coût chu et une certaine mobilité mu. Cette réinterprétation est vitale pour comprendre pourquoi deux systèmes comparables peuvent produire des réponses différentes. Le mobilisable est filtré par la dualité du régime local. C'est le tamis de la réalité. Le lien avec la cohérence globale K est également maintenu. Chu et mu décrivent la lecture locale de ce régime global. De même, ce chapitre se raccorde aux couches spécialisées d'ATL, où chu structurait déjà la permissivité. Le manuscrit maître maintient ainsi une unité parfaite entre toutes ces branches, de la théorie pure à l'expérimentation. Proposons une lecture qualitative simple. Dans un régime local ouvert, la disponibilité A est élevée, la viscosité chu est faible à modérée et la mobilité mu est élevée. Les réponses y sont aisément soutenables. C'est le domaine de la fluidité parfaite, où l'intention se traduit en action sans résistance majeure. Un état de grâce physique. A l'inverse, un régime contraint voit A réduite, chu élevé et mu faible. Les réponses y sont coûteuses et fragiles. Et au-delà, le régime critique, proche du seuil, où chu est forte et mu très réduite. Là, le système devient hypersensible à la saturation et à l'histoire. C'est la zone des transitions non triviales, où tout peut basculer. Cette lecture duale prépare le terrain pour la suite de nos travaux. Toutes les grandeurs introduites, I, A, K, chu, mu et m, seront bientôt rassemblées dans un même opérateur de réponse régimale. Nous forgeons ici les outils qui nous permettront de maîtriser la dynamique du bulk dans toute sa complexité.
L'étape suivante est décisive. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous avons aujourd'hui appris à lire le coût et l'ouverture de notre espace. Cette compréhension fine de la viscosité et de la mobilité est le socle de toute ingénierie future. Je vous remercie pour votre quête d'excellence et votre attention précieuse. À très bientôt pour la suite de notre grand traité. Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans cette masterclass monumentale dédiée au chapitre 13 de notre traité. Nous franchissons aujourd'hui une étape charnière. Nous allons synthétiser nos briques régimales dans une théorie unifiée. Nous passons d'une théorie du bulk comme milieu physique à une étude des réponses physiques observables. Ce chapitre joue un rôle de charnière. Il relie le noyau du champ aux futures théories des seuils et des saturations. Rappelez-vous, nos observables ne sont pas des accès directs au bulk, mais des réponses de systèmes physiques à l'état du milieu. Cette idée a déjà été établie au niveau du temps intrinsèque, des géométries et de la logique différentielle des observables. Une théorie gagne en maturité lorsqu'elle peut décrire comment tout cela se condense dans la réponse effective d'un système. Le principe est simple. Une réponse ne dépend jamais seulement d'une sollicitation brute, mais du régime du milieu. La réponse n'est pas une simple sortie, elle est médiée par le bulk. Le milieu participe à la structure même de la réponse. Voici notre forme compacte, l'opérateur de dépendance structuré. Elle exprime théoriquement ce dont dépend une réponse. F désigne la sollicitation, l'excitation ou la contrainte appliquée au système de mesure. I désigne l'état fondamental local du bulk. C'est l'encre immuable de notre théorie. A représente la disponibilité locale, première lecture fonctionnelle du milieu. Elle détermine la marge de réponse utile. K désigne la cohérence globale du régime. Elle module la réponse à une échelle qui dépasse le point local. Chu désigne le coût dynamique local imposé par le bulk au processus physique. Me représente la mobilité locale laissée au processus. C'est la liberté de réponse effective. Enfin, M désigne la mémoire causale du milieu. La réponse porte l'empreinte de son histoire locale. Cette écriture n'est pas encore une loi quantitative fermée, mais un opérateur de dépendance structuré indispensable. Pourquoi la sollicitation F ne suffit-elle jamais seule? Parce qu'ignorer le milieu mènerait à des prédictions erronées. Le bulk joue un rôle réel dans la théorie des observables. Il n'ajoute pas de bruit, il participe à la structure. Pourquoi y doit-il rester présent? Pour nous rappeler que toute réponse est ancrée dans l'état fondamental. La branche régimale n'efface pas le noyau. Elle le traduit et le prolonge dans une hiérarchie essentielle. La disponibilité A est l'entrée fonctionnelle la plus directe. Elle nous dit ce que le bulk laisse encore soutenir. Une réponse dégradée peut ainsi être interprétée comme le résultat d'un milieu dont la disponibilité s'est resserrée. K module la réponse à une échelle globale. Une réponse locale dépend aussi du régime d'ensemble. Elle exprime si la réponse se produit dans un régime soutenable, instable ou proche d'un seuil critique. Le couple Chu et M rend la réponse physiquement lisible et intuitive pour l'expérimentateur. La réponse devient plus difficile quand le milieu est coûteux et plus ample quand il laisse davantage de mobilité. La présence de la mémoire M est décisive. La réponse dépend aussi d'une histoire locale du milieu. Elle permet de penser les retards de relaxation, les persistances et les asymétries entre montée et retour. L'opérateur doit être compris comme la suite naturelle de nos chapitres sur le contenu mobilisable. Le système porte un contenu, le bulk en laisse mobiliser une part, et cette part donne lieu à une réponse modulée. Dans un régime ouvert et cohérent, la réponse est proportionnelle et facilement interprétable. L'opérateur est alors simple. À l'inverse, dans un régime contraint, la réponse devient plus faible, plus lente et plus dissipative. Elle s'écarte de la linéarité. Nos observables, fréquence, phase, jitter, ne sont que la manifestation instrumentée d'une réponse R. Deux systèmes peuvent répondre différemment à la même sollicitation, car le bulk qui les porte n'est pas dans le même régime. L'opérateur devient puissant lorsqu'il permet de penser le changement qualitatif de nature au franchissement d'un seuil. Ce chapitre est la porte d'entrée vers Denis. Les réponses non triviales liées à l'histoire et à la saturation y trouvent leur assise. Pour une publication, nous dirions « La réponse d'un système dans le bulk doit être lue à travers ses régimes de dépendance. Nous n'affirmons pas encore la forme quantitative complète, mais nous posons une architecture qualitative solide. En conclusion, une réponse physique n'est jamais isolée. Elle laisse le dialogue entre une sollicitation et un milieu structuré. Le prochain volet renforcera cette logique en abordant les seuils, les cas limites et les régimes utiles. Merci de votre attention. C'était le chapitre 13 du manuscrit maître. À bientôt pour la suite de nos explorations régimales. Messieurs, mesdames, nous abordons aujourd'hui l'un des piliers de notre architecture, les seuils, les cas limites et le régime utile.
Notre but est de comprendre comment et pourquoi un régime change qualitativement de nature lorsqu'une limite est franchie. Comment penser le passage entre une réponse encore utile et une réponse devenue structurellement contrainte ou saturée? Ce chapitre est la porte d'entrée vers Dennis, la propagation utile et la distinction entre présence et utilité physique. Une théorie du bulk ne peut se contenter de grandeur continue. Sans seuil, nous manquerions la structure même des transitions. Le bulk structuré nous permet de penser que les réponses physiques ne changent pas de manière uniforme, mais par basculement. Ces basculements marquent une perte de mobilisabilité, une saturation ou une sensibilité accrue à l'histoire du milieu. Le principe directeur est que le bulk ne règle pas seulement des amplitudes, mais des régimes d'existence fonctionnels. Nous devons distinguer le maintien résiduel, la soutenabilité d'une réponse et les zones de basculement qualitatif. Un seuil est une condition à partir de laquelle une fonction ne doit plus être lue comme restant du même type. Ce n'est pas une valeur arbitraire, mais une frontière fonctionnelle entre deux régimes de lecture distincts. Un seuil peut concerner la disponibilité, la cohérence, la viscosité du vide ou encore la propagation utile. Le mot seuil est pris ici au sens fort. Il marque un changement de statut physique ou interprétatif majeur. Nous distinguons plusieurs familles, seuils locaux, globaux, de réponse ou de propagation. Cette pluralité est essentielle. Les seuils locaux concernent une région donnée, tandis que les globaux touchent à la cohérence d'ensemble du régime. Les seuils de réponse marquent le passage entre une réponse utile, dégradée et finalement saturée. Les seuils de propagation distinguent une transmission exploitable d'une simple présence résiduelle sans utilité réelle. Le cas limite est une situation où le système approche d'un bord de validité sans être totalement annulé. C'est une zone intermédiaire précieuse. Le système n'est ni pleinement ouvert, ni déjà complètement fermé. Ces cas limites rendent visibles les mécanismes du modèle plus clairement que les régimes très ouverts ou fermés. Ils sont particulièrement utiles expérimentalement, car les contrastes y deviennent souvent plus discriminants. Le bulk structuré ne s'intéresse pas au milieu binaire, mais aux transitions fines et aux zones de tension. Un seuil abstrait est pauvre. Un cas limite montre comment le système s'en approche concrètement. Protégeons cette clarté. Ces zones préparent l'émergence des effets Dennis, qui prennent tout leur sens dans ces marges intermédiaires. Les contrastes expérimentaux y sont particulièrement informatifs, renforçant notre logique différentielle. Le concept de régime utile est crucial. Il permet d'éviter le contresens de croire qu'une fonction est significative simplement parce qu'elle n'est pas nulle. On appellera régime utile un régime où une fonction reste soutenable, mobilisable, lisible et exploitable. Sans cette notion, nous serions contraints à une binarité présence-absence qui manquerait toute la zone intermédiaire. Le régime utile donne au modèle une finesse importante pour penser la propagation sur longue distance et les réponses faibles. Un régime est dit utile quand la disponibilité n'est pas trop faible et que la viscosité locale n'écrase pas la réponse. Cette notion prolonge directement nos travaux sur le contenu mobilisable, enrichissant la chaîne hiérarchique. Le régime utile ne dépend pas d'une seule grandeur, mais d'une synthèse de la cohérence, du coût et de la mobilité. C'est une lecture de synthèse où nos variables régimales trouvent leur articulation la plus concrète. Nous pouvons alors proposer une lecture qualitative simple en trois grandes zones ou régimes. Dans le régime ouvert, la disponibilité est élevée, le coût est modéré et la mobilité est grande. La réponse est lisible. En régime contraint, la disponibilité est réduite et le coût plus fort, mais la réponse reste présente et sensible. Enfin, le régime critique est proche du seuil où la réponse devient de moins en moins soutenable ou exploitable. Clarifions un point. Un régime utile n'est pas nécessairement sans perte ou sans contrainte. C'est une question d'opérabilité. Cette distinction sera centrale pour nos futures études sur Carmen, Mamolar et les distances régimales. Les cas limites donnent au programme expérimental une grande puissance méthodologique. Profitons de cette fécondité. En conclusion, nous avons posé l'architecture des transitions. Une fonction physique doit être évaluée selon sa position dans un régime. Le prochain chapitre prolongera naturellement cette structure. Merci pour votre attention soutenue dans cette exploration. C'était le chapitre 14 du manuscrit maître. À bientôt pour la suite de notre grand traité. Messieurs, mesdames, chers étudiants de la pensée profonde, nous ouvrons aujourd'hui une leçon capitale du manuscrit maître, le chapitre 15. Nous allons explorer la propagation utile et la réserve dynamique. C'est ici que le bulk cesse d'être une simple donnée locale pour devenir un trajet, une épreuve pour toute fonction physique. Dans une physique simpliste, on imagine qu'un signal survit tant qu'il n'est pas nul. Le bulk structuré nous enseigne une vérité plus subtile. La survie fonctionnelle est une question de soutenabilité.
Une fonction peut être présente en un point sans pour autant rester utile ou mobilisable. Elle peut subsister de manière résiduelle sans plus aucune capacité d'agir sur son environnement. Imaginez un nageur. Sa vigueur au départ est sa réserve initiale, mais le milieu dans lequel il évolue, ce miel cosmique visqueux, lui impose un coup à chaque mouvement. Ce n'est pas que le nageur disparaît, c'est que sa capacité à avancer s'érode. Il finit par s'immobiliser, non par absence de présence, mais par épuisement de son utilité physique. Un signal peut être détecté par nos instruments les plus sensibles. Il est là, il oscille, il vibre. On pourrait croire que la transmission est un succès, mais c'est une illusion de lecture. En réalité, son utilité physique peut être déjà franchie. Il n'est plus mobilisable pour une réaction ou une mesure significative. C'est la distinction entre persistance et fonction. Pour quantifier ce phénomène, nous introduisons la réserve dynamique ρ. C'est la part de capacité encore disponible pour soutenir une fonction lors de son trajet dans le bulk. Cette réserve n'est pas une simple énergie. C'est une grandeur régimale qui mesure combien il reste de vie physique à notre fonction avant qu'elle ne devienne un simple bruit de fond. Regardons de plus près l'écriture minimale de cette dégradation. La variation de la réserve ρ par rapport au parcours S suit une loi de décroissance inexorable. Elle est égale à moins gamma U fois ρ. Ce coefficient gamma U est le taux d'érosion utile. C'est lui qui porte toute la complexité du régime traversé. Gamma Q dépend de la viscosité locale du vide et de la mobilité laissée au processus. Plus le bulk est contraint, plus l'érosion de notre réserve est rapide et brutale. Mais le facteur le plus critique est la cohérence globale K. Une perte de cohérence d'ensemble peut faire s'effondrer l'utilité alors même que les conditions locales semblent encore favorables. Le seuil régimal n'est donc plus un point fixe dans l'espace. Il devient trajectoriel. C'est le moment où la réserve devient insuffisante pour porter le signal de manière exploitable. Franchir ce seuil ne signifie pas la disparition du signal, mais la fin de sa survie fonctionnelle. C'est ici que l'instrumentation doit apprendre à distinguer l'ombre de la substance. Le premier régime est la propagation ouverte. La réserve décroît avec parcimonie. La disponibilité est excellente et la cohérence porte la fonction sur de grandes distances. C'est le domaine de la transmission idéale, où le bulk agit comme un partenaire passif et facilitateur pour nos signaux et nos ondes. Une harmonie régimale. Vient ensuite la propagation contrainte. La réserve fond à vue d'œil. L'utilité devient une ressource rare et fragile, soumise aux caprices du milieu traversé. Le signal devient hypersensible à l'histoire du bulk et aux saturations passées. Chaque micro-épisode de contrainte laisse une trace indélébile sur notre réserve ρ. Enfin, nous atteignons la zone résiduelle. Une présence subsiste encore, tel un écho lointain, mais la réserve est trop faible pour permettre toute stabilité ou toute action utile. Nous sommes dans le régime post-utile. C'est l'antichambre de l'extinction pure. L'information est là, mais elle est devenue muette, incapable de mobiliser le moindre processus physique. Cette théorie lie intrinsèquement la propagation à la mémoire M du bulk. Le transport n'est pas un acte instantané ou réversible, il est une trajectoire historique. Elle porte l'empreinte de la charge antérieure du milieu. Ce qui a été traversé influe sur ce qui peut encore être transporté. Le bulk se souvient de la contrainte. Pour nous, expérimentateurs, la question doit changer. On ne doit plus seulement chercher à savoir si un signal subsiste à distance, mais s'il reste cohérent et mobilisable. Cette précision renforce la pertinence de nos protocoles de fibres verticales et de propagation résonante. Nous cherchons l'utilité, pas seulement la présence. Une nuance capitale. Sans cette notion de réserve, nous serions aveugles à l'usure fonctionnelle. C'est comme ignorer la fatigue d'un métal avant qu'il ne rompe. C'est la théorie de la tenue. Elle nous permet de prévoir l'épuisement d'un canal de transport avant la rupture totale, une sécurité indispensable pour toute ingénierie basée sur le modèle TVS. Messieurs, mesdames, nous avons posé les bases de la survie des signaux. C'était une étape nécessaire pour affronter les complexités de Dennis qui nous attendent. La séance est levée. Que votre rigueur soit votre boussole dans l'exploration du bulk. Nous nous retrouverons bientôt pour la suite de nos travaux. Merci. Messieurs, mesdames. Nous abordons aujourd'hui l'un des sommets du manuscrit maître. Le chapitre 16, l'introduction de Dennis, le régime des réponses non triviales. Pourquoi ce chapitre devient-il maintenant possible? Parce que notre architecture est enfin assez riche pour accueillir une théorie de la saturation et de l'histoire profonde du bulk. Dans un régime simple, une sollicitation produit une réponse immédiate et proportionnelle. Mais dans un bulk chargé, cette simplicité nous abandonne. Le milieu devient complexe.
Les réponses deviennent saturées, retardées et asymétriques. Dennis n'est pas une nouvelle force, c'est un nouveau régime de lecture pour ses comportements réels et non triviaux. La théorie compacte nous a fourni un premier schéma utile, mais dès que l'on considère des régimes historiquement chargés ou des pertes de cohérence globale, ce schéma ne suffit plus. Dennis apparaît quand le système approche d'une limite de soutenabilité. Le bulk devient trop coûteux, trop resserré ou trop chargé pour maintenir une réponse simple et immédiate. Pensez à un ressort à mémoire de forme. Le bulk, lui aussi, possède une mémoire qui influe sur son présent. C'est ici que Dennis prolonge magnifiquement la mémoire structurelle M. La réponse d'aujourd'hui est le fruit de la torsion d'hier. Dennis donne une lecture dynamique et phénoménologique de ces effets d'histoire qui structurent le vide cosmique. Faisons une distinction cruciale. M est la couche de fond, la structure invisible de la mémoire du vide. Sans elle, le régime de réponse resterait purement instantané. Dennis est sa manifestation vivante, sa lecture de réponse non triviale. M est la structure. Dennis est l'observation dynamique du passé influençant le présent physique. Dennis désigne ce régime où la réponse dépend de la trajectoire régimale complète. On ne peut plus se contenter d'un état instantané pour comprendre le milieu. C'est le cumul d'un parcours entier, une réponse chargée de son propre passé. Le bulk se comporte comme un milieu dont l'histoire compte réellement dans sa structure de réponse. Nous formalisons cela par une écriture de travail. La réponse RD est issue d'un opérateur non trivial D qui intègre les variables fondamentales et une composante d'histoire H. H représente cette trajectoire régimale non réduite à l'instant présent. Dennis n'est pas une réponse simple, c'est une réponse chargée en histoire et en redistribution. La saturation ici est un concept central. Elle désigne une situation où le bulk approche une limite de soutenabilité. La réponse change alors qualitativement de nature. Elle devient plus lente, plus dispersée, voire se redistribue sur d'autres canaux. Ce n'est pas un simple arrêt, c'est une mutation de la logique de lecture du milieu. L'apport le plus spécifique de Dennis est la redistribution de contraintes. Une sollicitation qui ne peut plus être soutenue dans un canal est déportée ou transformée. C'est la signature d'un bulk saturé, incapable de répondre simplement, mais pas encore réduit à l'extinction. Une réorganisation vitale du canal utile pour sa survie. Observez l'asymétrie entre la montée en contrainte et le retour. Le chemin parcouru pour charger le bulk n'est jamais le même que celui emprunté pour revenir au repos. Cette dissymétrie est une valeur phénoménologique forte. Elle nous montre que le bulk est un milieu dont l'histoire modifie la structure même de la réponse physique. Nous rencontrons alors des retards de relaxation et des résidus de réponse inattendus. Le bulk manifeste une inertie de régime qui défie les modèles simplistes. Cette persistance résiduelle est le terrain privilégié de Dennis. Là où les zones intermédiaires, proches des seuils, révèlent les véritables profondeurs du modèle. Dennis n'est pas un objet spéculatif. Il fournit une lecture possible de comportements expérimentaux réels, hystérèse, retard et dissymétrie de retour. Une nécessité de terrain. Elle renforce la richesse méthodologique de nos protocoles avancés en nous apprenant à distinguer les réponses simples des réponses véritablement historiquement chargées. C'est souvent proche des seuils critiques que Dennis devient enfin visible à nos yeux. Dans un régime très ouvert, la réponse reste triviale, mais ici, le milieu se charge d'histoire. Sa valeur scientifique réside dans sa capacité à enrichir le modèle en donnant une lecture cohérente des réponses saturées et redistributives. Un bloc avancé et ouvert. Dennis n'est pas un objet spéculatif. Il fournit une lecture possible de comportements expérimentaux réels, hystérèse, retard et dissymétrie de retour, une nécessité de terrain. Nous n'affirmons pas encore une loi quantitative définitive. Dennis reste un cadre de lecture, une invitation à calibrer nos futurs effets de redistribution expérimentaux. Messieurs, mesdames, nous avons franchi une étape majeure. Dennis nous prépare au régime plus riche de Carmen, de Mamolar et des canaux de propagation. Une aventure commence. La séance est levée. Que vos mesures soient le reflet fidèle de la profondeur du bulk. Nous nous retrouverons pour la prochaine leçon. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'étude des réponses non triviales du bulk, les régimes de propagation. Ce chapitre fait suite à Dennis et à la notion de propagation utile. Nous avons déjà distingué la simple persistance de la réserve dynamique utile. Le chapitre 14 nous a donné une première théorie des seuils et des cas limites. Maintenant, nous abordons une couche plus spécifique de la phénoménologie de propagation.
La propagation d'une fonction ne se décrit plus seulement comme un maintien ou une décroissance. Elle doit être lue en termes de régime de canal. Canaux plus ou moins ouverts, distance fonctionnelle, reconstruction incomplète ou retardée, telles sont les nouvelles variables de notre étude. Soyons clairs sur leur statut. Carmen, Mamolar et Koppe enrichissent notre phénoménologie, mais ils restent subordonnés au noyau fondamental IG. Pourquoi une théorie des canaux? Parce que la réserve utile décroît selon un coût effectif du bulk. Dans un milieu structuré, la propagation dépend de multiples facteurs. La propagation dépend de la disponibilité locale, de la cohérence globale, de la viscosité du vide et de sa mémoire historique, mais aussi de la manière dont le canal se maintient. Voici notre principe directeur. La propagation dépend non seulement de la réserve utile, mais surtout du régime de canal dans lequel elle évolue. Le bulk ne fournit pas seulement un espace de parcours, il impose un régime de transport. Une propagation s'évalue toujours relativement à ce régime du milieu. Une distance géométrique ne suffit pas à caractériser une propagation. Deux trajets identiques en longueur peuvent différer radicalement du point de vue de la cohérence ou du coût local. Nous devons passer d'une intuition purement géométrique à une intuition plus riche de distance régimale ou distance fonctionnelle. C'est la base de notre lecture. Introduisons Carmen. Carmen est la lecture de la propagation lorsqu'une fonction reste engagée dans un canal, mais sous l'effet d'un coût régimal croissant. Carmen ne désigne pas simplement une propagation. Il désigne une érosion fonctionnelle, une transformation de l'utilité et une montée inexorable du coût. Carmen est par essence une théorie de la fatigue régimale d'un canal utile. Le canal devient plus coûteux, plus contraint, plus sensible à l'historie. Venons-en à Mamolar. C'est la lecture des régimes où la propagation subsiste sous une forme résiduelle, partiellement dégradée ou incomplètement reconstruite. Mamolar désigne la zone intermédiaire entre l'utilité pleine et la disparition totale. Quelque chose persiste, mais ce quelque chose ne coïncide plus avec la fonction initiale. Mamolar est crucial pour éviter les contresens expérimentaux. La présence résiduelle peut être trompeuse si on la confond avec une utilité réelle. Le Koppe, enfin, est notre indicateur de la cohérence de propagation. Il désigne le degré selon lequel une propagation conserve une organisation ou une continuité exploitable. Le Koppe nous dit si une propagation est suffisamment organisée, stable et compatible avec une poursuite ou une reconstruction utile dans le milieu. Koppe évite que la branche propagation ne devienne confuse. Il permet de dire simplement si un canal est encore cohérent, partiellement cohérent ou incohérent. L'articulation est simple, Carmen lit le coût du trajet, Mamolar lit l'état de la fonction transportée, Koppe lit la cohérence d'ensemble du processus. Cette articulation donne à notre branche propagation une architecture très lisible, transformant des concepts abstraits en outils phénoménologiques précis. Raccordons cela à la réserve dynamique utile ρ. Carmen, Mamolar et Koppe sont trois manières d'interpréter ce qui arrive lorsque cette réserve décroît. Le lien avec Dennis est fort. Dennis décrit comment une réponse cesse d'être simple, tandis que nos trois compères décrivent comment elle se propage dans ces régimes. Nous voyons ici la continuité de notre modèle. Carmen, Mamolar et Koppe sont les lectures émergentes des conséquences de Dennis en propagation. La portée est méthodologique. Détecter un signal à distance ne suffit pas. Il faut demander, le canal est-il utile? La fonction est-elle encore cohérente? Est-elle reconstructible? Carmen, Mamolar et Koppe donnent au programme expérimental une grille de lecture beaucoup plus fine pour les protocoles fondés sur la propagation verticale ou les réponses résonantes. Mais restons prudents. Cette branche est phénoménologique. Elle ne doit jamais être présentée comme plus fondamentale que le noyau I ou la structure fine du bulk. Ils appartiennent à une branche structurée mais plus ouverte, dont la valeur réside dans sa capacité à organiser notre lecture des canaux et des états résiduels. Pour vos publications, Carmen, Mamolar et Koppe sont trois lectures complémentaires des régimes de propagation dans le bulk structuré. Ils prolongent la théorie de la propagation utile. Ce chapitre n'impose pas encore de formalisme quantitatif unique. Il n'affirme pas non plus que ces trois lectures sont déjà complètement séparables dans tous les contextes. Sa fonction est précise, introduire une architecture phénoménologique suffisamment claire pour préparer les chapitres suivants sans brouiller la hiérarchie générale. Nous avons maintenant les outils pour naviguer dans la phénoménologie du bulk. Le chapitre suivant renforcera encore cette logique par la méthode différentielle. Je vous remercie de votre attention, messieurs, mesdames. Que vos recherches dans le bulk soient fructueuses. À bientôt. Messieurs, mesdames, chers étudiants,
Nous entamons aujourd'hui une leçon capitale de notre manuscrit maître. Nous allons explorer les fondations de notre crédibilité, la logique différentielle. Nous avons déjà établi que le bulk est un milieu physique actif, dont l'état local est porté par le champ fondamental U. La gravité n'est qu'un effet émergent de ces gradients. Mais plus la théorie gagne en richesse avec ses couches de mémoire et ses branches régimales, plus il devient indispensable de préciser les règles de notre confrontation aux données. Le premier principe est celui-ci. Notre modèle doit privilégier les contrastes. Ne cherchez pas un signal absolu unique, massif et isolé. Ce serait une stratégie trop pauvre. Pourquoi ? Parce que nos observables sont médiés par des processus physiques. Le premier ordre apparent peut masquer une structure bien plus profonde du milieu. La neutralité peut être seulement apparente. Des réponses faibles mais cohérentes sont souvent plus significatives qu'une grande anomalie brute. Voici notre principe directeur. Une confrontation crédible doit reposer sur des contrastes conçus pour tester des différences de régime du milieu. Exigence première, les observables doivent être comparés. Une grandeur isolée suffit rarement à trancher une question physique fondamentale. Deuxièmement, les contrastes doivent être construits. Ils ne sont pas de simples différences numériques. Ils doivent être pensés à partir de la théorie elle-même. L'identifiabilité devient notre concept central. Un contraste n'a de valeur que s'il permet de distinguer une contribution du bulk d'un simple artefact. Rappelons-le, une observable doit toujours être comprise comme la réponse d'un système physique à son milieu et non comme une mesure directe du bulk. Un contraste est alors une différence structurée entre deux réponses observées. Mais cette écriture n'est que la forme simple d'un principe bien plus profond. C'est la géométrie discriminante qui fonde notre méthode. Elle cherche à révéler une différence physiquement motivée par le modèle dans des configurations apparemment proches. Pourquoi les cas nuls doivent-ils être pensés avec prudence ? Parce que tous les silences ne se valent pas. La pesanteur faible n'est pas la pesanteur forte. Cette nuance est décisive. Elle nous permet de distinguer les cas nuls forts, les quasi-nuls et les cas discrètement discriminants malgré leur apparence. Une observable ne peut pas être attribuée directement au bulk. Elle doit être décomposée. Contribution standard, instrumentale, environnementale et enfin, celle du modèle. Cette décomposition n'est pas un luxe. C'est une condition nécessaire pour éviter l'attribution arbitraire d'anomalies au bulk. C'est le pilier de notre crédibilité. Le danger principal n'est pas l'absence de signal, c'est l'ambiguïté. Une différence n'a de valeur que si elle est identifiable comme signature compatible avec le bulk. L'identifiabilité est la capacité à distinguer cette signature à travers la structure des contrastes, la robustesse et la cohérence entre familles d'observables. Le manuscrit distingue trois niveaux. D'abord, l'identifiabilité locale, la capacité à séparer les contributions dans un protocole donné. Ensuite, l'identifiabilité contrastive, rendre un contraste interprétable par le choix même des configurations comparées, c'est l'art de la mesure. Enfin, l'identifiabilité convergente, c'est faire converger plusieurs familles d'observables vers une même lecture structurale du milieu. C'est là que réside la preuve. Une théorie gagne en force si des contrastes de stabilité temporelle, de propagation et de dissipation pointent dans la même direction. La force du programme ne repose pas sur un signal isolé, mais sur cette convergence. C'est beaucoup plus difficile à réduire à un simple artefact. Le rôle du préenregistrement est crucial. Avant l'analyse, il faut fixer les contrastes, les seuils de décision et les métriques de robustesse. Le préenregistrement protège le projet contre la tentation de surinterpréter les résultats. Il renforce énormément notre valeur scientifique. Les seuils doivent être définis avant la lecture finale. À quel niveau une différence devient-elle physiquement pertinente ? À quel moment suggère-t-elle un changement de régime ? La méthode différentielle est maintenant reliée à la grande branche régimale. Elle teste la part mobilisable et la cohérence de propagation. C'est ainsi que nous rencontrons Dennis, Carmen, Mamolar et Copé. La méthodologie devient la traduction expérimentale directe de notre théorie. Le manuscrit conserve une hiérarchie claire. On teste d'abord le bulk comme milieu actif, puis la structure fine, avant de s'ouvrir à la disponibilité régimale. Trois familles d'observables servent de base. La stabilité temporelle par le jitter, la propagation par l'interférométrie et la dissipation par les cavités résonantes. Leur tripartition offre une base naturelle de convergence, temps effectif, transport et dissipation. Tout doit converger vers la même structuration du milieu. Distinguons aussi les contrastes simples, qui comparent deux configurations, des contrastes enrichis, qui intègrent les éléments de régime comme la saturation ou la mémoire. La méthode différentielle reste l'un de nos acquis les plus forts.
Elle ne dépend pas de la fermeture totale de toutes les extensions du modèle. Elle est déjà là, solide. Pour une publication, retenez ceci. Les observables sont des réponses au bulk, et la confrontation doit privilégier les contrastes identifiables entre configurations discriminantes. Ce chapitre n'impose pas encore tous les budgets de bruit ni une architecture universelle, mais il établit la logique méthodologique maîtresse de notre projet. Nous disposons maintenant d'une colonne vertébrale pour articuler notre noyau théorique à une stratégie expérimentale réaliste. Merci de m'avoir écouté, messieurs, mesdames. Messieurs, mesdames, chers étudiants. Nous entamons aujourd'hui une leçon magistrale sur le versant expérimental du bulk structuré. Préparez-vous pour un voyage au cœur de la validation. Une théorie riche ne peut se disperser. Le programme doit être structuré pour transformer une spéculation libre en un programme scientifique testable et rigoureux. La première règle est la hiérarchie. Nous devons sécuriser les hypothèses les plus fortes avant d'ouvrir vers les régimes complexes de propagation. Le premier point à tester est le bulk comme milieu actif. Nous cherchons des différences de réponse là où le point de vue standard ne voit que du vide. Il nous faut construire des cas où l'apesanteur faible et l'apesanteur forte ne se confondent pas. C'est la clé de la neutralité réelle. Nous recherchons des contrastes compatibles avec une profondeur du milieu excédant le premier ordre apparent, la structure fine et la mémoire. Les résultats les plus informatifs émergent des contrastes structurés entre cas discriminants et non de simples signaux absolus. C'est notre discipline. Une fois le socle consolidé, nous examinons la capacité locale du milieu à soutenir un canal donné. C'est la disponibilité régimale. Nous passons ensuite aux réponses non triviales de type Dennis, sensibles aux effets d'histoire, de saturation et de redistribution. Enfin viennent les régimes de propagation Carmen, Mamolar et Kopp, où la distinction entre présence résiduelle et utilité devient centrale. La première famille de protocoles, Jitter et PLL, sont de la cadence, la stabilité temporelle et les fluctuations fines du milieu. L'interférométrie sur fibre verticale sonde les temps de trajet et les asymétries de propagation. C'est la base de notre branche transport. Les cavités RF mesurent les pertes effectives et le coût dynamique de la mobilité. Elles testent les seuils de réponse du bulk. Cette tripartition couvre 3 dimensions physiques complémentaires. Leur convergence donnera au bulk une crédibilité inattaquable. Les protocoles de socle testent les hypothèses les plus stables, comme la cadence et la stabilité entre configurations discriminantes. Les protocoles de régime explorent des propriétés plus riches, transition de réponse, proximité de seuil et dégradation de l'utilité. Enfin, la strate phénoménologique s'aventure vers les branches les plus ouvertes, comme les persistances partielles et la reconstruction. Nous devons définir nos cas. Le CAS nul fort est choisi pour être aussi neutre que possible du point de vue du bulk. Le CAS discriminant maximise un contraste pertinent entre 2 états réels du bulk tout en restant contrôlable. 6 critères définissent la qualité. Premier, la pertinence théorique. Chaque protocole doit être raccordé à une couche du modèle. Second, la qualité du contraste. Les configurations comparées ne doivent pas être arbitraires, mais discriminantes. Troisième, l'identifiabilité. Il faut séparer les contributions standards instrumentales et celles venant réellement du bulk. Quatrième, la robustesse au bruit. Le dispositif doit rester interprétable malgré les perturbations du monde réel. Cinquième, la reproductibilité. Le contraste doit pouvoir être reproduit dans des conditions raisonnablement semblables. Sixième, la hiérarchie. Chaque test doit être situé précisément, socle, régime ou prolongement. C'est notre discipline. Le préenregistrement est crucial. Il nous empêche d'avoir des lectures trop opportunistes une fois les données récoltées. Notre architecture décisionnelle définit à l'avance les seuils de décision tracés à l'encre. Rien n'est laissé au hasard. Le programme structuré donne à la branche régimale une voie claire vers le test, sans oublier le noyau déjà stabilisé. Au niveau 1, nous testons le bulk actif, la neutralité réelle et la structure fine. C'est le fondement de notre expérience. Le niveau 2 s'attaque à la disponibilité, au contenu mobilisable et aux réponses compactes. Nous montons en complexité. Enfin, le niveau 3 explore les prolongements les plus riches, Dennis, Carmen et la reconstruction conditionnelle. Ce programme est déjà un acquis majeur. Le bulk structuré a cessé d'être une spéculation pour devenir un cadre théorique testable. La formulation courte suffit à donner au projet une grande force opérationnelle. Nous savons enfin comment mettre la théorie à l'épreuve. Prudence toutefois, ce chapitre n'impose pas encore les architectures exactes de chaque instrument. Il fournit l'ossature, pas les muscles. Grâce à ce programme, nous pouvons maintenant ouvrir la partie 5 en revenant vers les structures locales les plus fines.
Nous avons posé les bases de l'expérimentation. Le Bulk est prêt à livrer ses secrets. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour la suite de nos travaux, chers étudiants. La science est un long chemin, mais chaque pas nous rapproche de la vérité.